Salut, mon nom est Jonathan Chevrier et je suis chercheur et professeur d'épidémiologie à l'Université McGill. J'ai décidé d'enregistrer ces capsules pour aider les gens à y voir plus clair pour ce qui est de la COVID-19 et aider à combattre les fausses informations. Si vous aimez cette vidéo-ci et que vous avez envie de faire votre part, je vous encourage à le partager et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir être averti quand je publierai d'autres vidéos. Le tout premier vidéo que j'ai publié concernait les courbes de mortalité au Québec. Ça fait déjà un petit bout de temps que je l'ai publié, alors je voulais vous donner une mise à jour, mais aussi vous donner un petit peu plus d'informations, un petit peu plus de détails sur la façon dont l'épidémie se propage dans divers milieux de vie et dans diverses régions au Québec. Je pense que ça peut aider à comprendre aussi pourquoi le gouvernement prend les décisions qu'il prend présentement concernant le déconfinement. Donc, on commence. Donc, le tout premier graphique que je vous avais montré la dernière fois, c'était celui-ci. C'est un graphique qui montre la courbe de mortalité. La courbe qui est bleue ici, c'est la courbe du Québec. La courbe qui est rouge, c'est la courbe de l'Ontario. Et puis la courbe qui est verte, c'est la courbe de la Colombie-Britannique. Au début de l'épidémie, les décès doublaient aux 3 jours au Québec. La semaine suivante, on commençait à voir une inflexion de la courbe. Les décès doublaient ici aux 5 jours. Donc ça, c'était une bonne nouvelle. À partir d'environ 15-18 jours après vraiment le début des décès, on voit une inflexion de la courbe. La semaine d'après, on doublait aux 7 jours. Donc, on voit une amélioration qui se continue vraiment de la situation épidémiologique au Québec. En date du 2 mai, on doublait aux 12 jours. Et la semaine passée, on a doublé aux 17 jours. Donc ça veut dire que vraiment la tendance dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, concernant l'aplatissement de la courbe, se poursuit. La courbe continue à s'aplatir, malgré les nouvelles qu'on peut entendre qui semblent être mauvaises. En réalité, tranquillement, on a pris le contrôle de l'épidémie et ce contrôle-là, on le conserve pour le moment. Je vous avais montré aussi un graphique qui ressemblait à celui-là, qui est aussi utile, je pense. Le graphique ici montre le nombre de décès qui a été rapporté à chaque jour. Donc, les colonnes, les boîtes bleues ici représentent le nombre de décès qui a été rapporté à chaque jour. Et puis, la ligne rouge ici, on appelle ça une moyenne mobile. Ça permet de pouvoir dégager une tendance et puis d'enlever le bruit, si on veut, qu'il peut y avoir dans les variations au jour le jour du nombre de décès. Donc, en général, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu une augmentation des décès pendant une bonne période de temps, jusqu'à environ 15 avril. Et puis que pour le moment, le nombre de décès se maintient. Il se maintient un peu en bas de 100, 80 à 90 par jour. Ça veut dire vraiment qu'on a réussi à prendre le contrôle de l'épidémie, malgré ce qui se passe dans les CHSLD. Mais vraiment, on n'a pas encore réussi à commencer à diminuer les cas. Une autre chose importante, c'est qu'on vous parle beaucoup de la situation dans les CHSLD par rapport aux autres endroits. Le premier ministre Legault a présenté une courbe qui est similaire à celle-ci. En fait, ce que je montre ici, c'est la moyenne mobile que vous avez ici, mais qui est vraiment divisée par un milieu de vie. Donc, vous pouvez voir que vraiment la grande partie de l'épidémie se passe dans les CHSLD. On en parle beaucoup, mais ici, vous pouvez le visualiser. Je pense que c'est pas mal clair. Vous pouvez voir aussi qu'une autre partie des décès, c'est la courbe rouge ici. RPA, c'est pour résidence pour personnes âgées. Donc, vraiment, la grande majorité des décès se produisent dans les CHSLD puis les résidences pour personnes âgées. Sinon, à l'extérieur de la communauté, on parle vraiment de la courbe verte ici, des gens qui vivent à domicile. Et vous pouvez voir qu'il y a eu une augmentation légère avec le temps, et vraiment, cette augmentation-là est modeste. Donc, ce que ça suggère, c'est qu'il y a vraiment une situation épidémiologique qui est vraiment différente entre les CHSLD et puis à l'extérieur des CHSLD. Pour les gens qui ne vivent pas en CHSLD, il semblerait que le risque est sous contrôle vraiment, que le risque demeure minime. Donc, le risque est beaucoup plus élevé si on vit en CHSLD et semble être beaucoup moins si on ne vit pas en CHSLD. La question suivante que vous pourriez avoir, c'est si je vis à Montréal ou si je ne vis pas à Montréal et que je ne suis pas en CHSLD, c'est quoi le risque pour moi de décéder possiblement du COVID-19? Je vous montre des chiffres là-dessus. Donc ici, ce qu'on vous montre, c'est le nombre de décès par région du Québec, mais aussi par milieu de vie. Voici où est-ce que je veux porter votre attention. D'abord,
Voyons ici les gens qui sont décédés et qui vivaient à domicile. Vous pouvez voir que dans la plupart des régions du Québec, il y en a vraiment très peu. Bas-Saint-Laurent, une seule personne. Saguenay-Lac-Saint-Jean, aucune personne. Capitale-Nationale, la région de Québec, 4. Mauricie, 19. Estrie, 5, etc. Je vous laisse regarder les autres régions. Vous pouvez voir qu'essentiellement, en dehors de la grande région de Montréal, il y a vraiment très, très peu de décès qui sont reliés à la COVID-19, particulièrement en dehors des CHSLD et des résidences pour personnes âgées. Donc ça, c'est important de comprendre pour ceux d'entre vous qui regardez cette vidéo-là et qui ne vivez pas dans un CHSLD ou dans une résidence pour personnes âgées. Le risque présentement est pas mal faible. Et puis, ça explique pourquoi le gouvernement a décidé de commencer le déconfinement d'abord dans ces régions-là et puis de voir comment ça va se passer. Une chose qui est importante à noter, c'est qu'avec le déconfinement, il faut qu'on s'attende à ce qu'il y ait une augmentation des cas de COVID-19 et fort probablement du nombre de décès, tout particulièrement parmi les personnes âgées. C'est quelque chose qui va être difficile à éviter parce que pour le moment, il n'y a pas de médicaments miracles dans un proche horizon. On est en train de tester un nombre de médicaments qui existent déjà en espérant qu'ils puissent aider jusqu'à un certain point. Mais un médicament miracle qui va guérir la COVID-19 de façon rapide ou un vaccin, c'est quelque chose qui va prendre un moment encore. Ceci dit, ce que mes chiffres vous ont montré, de la même façon qu'ils vous l'ont montré la dernière fois, c'est que si on reste solidaires entre nous, on peut sauver des vies. Et on peut sauver les personnes qui sont les plus vulnérables parmi nous. Je pense que ce qu'on est en train de faire, vraiment, c'est quelque chose d'historique. Je pense que c'est quelque chose de vraiment extraordinaire de voir tous les Québécois qui se tiennent ensemble pour pouvoir sauver des vies. Et puis, dans cette aura, je dirais, là, de négativisme que je sens qui est en train de se développer autour de nous, c'est quelque chose qui est important de se rappeler. On est en train, ensemble, de façon, comme je disais, complètement historique, de réaliser quelque chose d'énorme entre nous. Et puis, ben, je vous encourage à continuer. En fait, je nous encourage à continuer à faire le bon travail qu'on fait, malgré les difficultés. C'est important qu'on continue à se féliciter pour le travail qu'on fait. On doit garder les yeux ouverts pour les choses qui sont plus difficiles. Mais quand on fait des bonnes choses et qu'on voit des résultats, bien, je pense que c'est important de l'accepter, de le réaliser. Nous faisons du progrès. Il n'y a pas de doute. Les chiffres nous le montrent. Donc, on ne lâche pas. Bon, j'espère que tout le monde se porte bien à la maison. Et puis, bien, à la prochaine.